Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le cadre de cette troisième édition de l'Investir Day pour la partie digitale. Nous recevons aujourd'hui Yves Chapot, qui est directeur financier et gérant de Michelin. Bonjour monsieur. Bonjour Émile Bailly. Alors ma première question, elle est d'actualité. Michelin a publié ses chiffres d'activité trimestrielle il y a quelques semaines. Et ils sont marqués par un environnement qui est de plus en plus perturbé, avec notamment une inflation qui devient une réalité pour vous. Comment parvenez-vous à gérer cette difficulté, cette composante nouvelle ? Alors l'environnement reste perturbé, d'une part parce que la pandémie n'est pas terminée, la pandémie continue de sévir dans un certain nombre de régions dans le monde, je pense cet été à l'Asie du Sud-Est. Les chaînes d'approvisionnement sont très perturbées, les délais par exemple d'approvisionnement de containers entre l'Asie, l'Europe ou l'Amérique se sont allongés d'une semaine à 10 jours. Et puis, on enregistre des difficultés à s'approvisionner, voire à fabriquer les quantités nécessaires pour nos clients, notamment du fait de pénurie de main-d'œuvre dans un certain nombre de régions. Donc tout ça met beaucoup de tension dans nos équipes, que je veux saluer au passage, parce qu'elles font un travail remarquable pour maintenir l'activité de Michelin, malgré ce contexte. Et puis, vous l'avez dit, l'inflation revient. L'inflation est d'abord revenue par les coûts de transport, qui ont été multipliés par 5 ou 6 sur certaines lignes maritimes, mais également les frais de transport terrestre, l'énergie, les matières premières, et puis des débuts de tension salariale dans un certain nombre de régions. J'ai parlé de l'Amérique du Nord. Donc face à ça, nous continuons de piloter nos équilibres au plus juste, et en particulier, Michelin, vous le savez, a toujours eu une politique de chercher à répercuter dans ses prix de vente les inflateurs, et en particulier les matières premières. Cette année, il y a l'énergie qui s'ajoute et d'autres facteurs, le transport, qui est un peu nouveau par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et donc, nous avons déjà mis en place 3 hausses de prix depuis le début de l'année afin de couvrir ces frais qui sont encore une fois très significatifs et qui vont peser lourdement dans notre compte de résultats, mais que nous allons couvrir grâce à ces hausses de prix. Et ces hausses de prix passent bien auprès de la clientèle, auprès des revendeurs ? Alors ces hausses de prix, elles sont passées d'autant mieux qu'on était dans un contexte de pénurie, que nous avons tous débuté l'année avec un niveau de stock très très bas, à la fois nous-mêmes, les manufacturiers, mais également les revendeurs. Les constructeurs automobiles américains aujourd'hui travaillent avec moins de 20 jours de stock, alors qu'ils en avaient 60 avant la crise. Donc ça vous donne un peu l'image de l'état de tension dans lequel se trouvent les marchés aujourd'hui. Et dans ces conditions, vous avez confirmé vos perspectives pour 2021. Est-ce que vous pouvez les rappeler et est-ce que vous avez dû moduler pour tenir compte justement de ces nouveaux facteurs ? Alors nous avons effectivement, à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires trimestriel, confirmé notre perspective annuelle, qui est notre résultat opérationnel courant, qu'on estime pouvoir être supérieur à 2,8 milliards à taux de change constant, et puis notre génération de cash flow opérationnel qui sera supérieur à 1 milliard. Donc là, nous avons confirmé ces éléments-là. Mais je dirais plus généralement, cette situation confirme que le modèle d'affaires de Michelin est robuste. Nous avons traversé la crise l'an dernier avec une très forte génération de cash flow, un résultat opérationnel en forte baisse, mais quand même à 9%, ce qui était honorable dans les circonstances. Et aujourd'hui, le groupe, si je prends les résultats qui ont été publiés, les derniers donc à fin juin, avec une activité de 5,5% en dessous de ce qu'elle était en 2019, le groupe avait généré le même résultat qu'en 2019. Ce qui montre aussi les progrès opérationnels que le groupe a fait depuis 2019. Mais c'est quoi qui explique cette solidité ? C'est la diversité des métiers notamment ou la diversité géographique ? Alors, il y a effectivement plusieurs facteurs. La diversité géographique en est une. Le groupe est présent mondialement avec une forte présence dans les Amériques et l'Europe, qui sont nos territoires historiques, mais également l'Asie, qui prend une part de plus en plus importante dans nos activités. Et puis, un modèle d'affaires qui est équilibré, parce que quand on regarde les différentes activités de Michelin, on a en gros la première monte automobile qui est assez cyclique, qui représente... La première monte, pour expliquer, c'est les pneus que vous vendez directement aux constructeurs automobiles sur les véhicules neufs. Tout à fait, voilà. Donc, qui représente environ de 12-13% de chiffre d'affaires. Le remplacement, qui est beaucoup plus lié à la consommation, qui lui représente de l'ordre de 45% de notre chiffre d'affaires.
Et puis, je dirais, l'autre moitié, l'autre petite moitié, se répartit entre le transport de personnes et de marchandises, qui est très corrélé au GDP, au PIB. Oui. Et puis, donc ça, c'est les pneus poids lourds pour l'essentiel. Par exemple, voilà, pour l'essentiel, mais également métro. Michelin est un grand fournisseur de grands métros dans le monde. Et puis également la partie de spécialité qui est très liée, je dirais, à des commodités, que ce soit agriculture, mines, logistique. Et là où on est sur des activités peut-être un peu plus cycliques. Donc en fait, on a des sous-jacents de croissance de nos différentes activités qui sont finalement assez diversifiés, sur lesquels vous rajoutez cette diversification géographique, un équilibre entre les pneus qu'on livre aux constructeurs et les pneus qu'on livre au remplacement, et tout ça fait un modèle d'affaires finalement assez équilibré. Assez équilibré, assez résistant donc. Puis il y a aussi peut-être quelques spécificités de Michelin. Vous insistez assez facilement sur des mots comme la marque ou l'innovation par exemple. Voilà, alors quand on m'interroge, en général, je dis Michelin a 3 grands points forts. C'est sa marque. La marque est mondialement connue. Le Bibendum a été considéré comme une des marques icônes du XXe siècle. Il a plus de 100 ans, je crois. Il a plus de 100 ans, oui. Il est né en 1998. Donc, effectivement... 1898. 1898. Donc, effectivement, il a beaucoup plus de 100 ans. L'innovation, c'est au cœur de l'ADN de Michelin, depuis le début. Et donc Michelin dédie à peu près 3% de son chiffre d'affaires à la recherche et au développement, mais un peu plus si on considère également les investissements qu'on fait dans des projets, les investissements qu'on fait par exemple dans des nouvelles activités comme la pile à combustible, comme l'impression 3D métal, donc là qui est dans l'ADN du groupe. Et puis enfin, les personnes, l'engagement de ces équipes. Nous mesurons l'engagement de nos employés depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années et on le voit progresser d'année en année parce qu'on considère que c'est un ressort très fort de la performance de Michelin. Vous le mesurez comment l'engagement ? Et vous avez des... Par une enquête annuelle qui a environ 80 questions pour lesquelles on a un taux de réponse qui est très élevé, qui est largement supérieur à 80%. Et nous sommes capables d'exploiter les résultats de cette enquête, à la fois au niveau du groupe, mais également au niveau de chaque pays, ou de chaque équipe, ou de chaque usine. D'accord. Alors, on parle de plus en plus de mobilité durable. Et comment se situe Michelin par rapport à cette évolution importante qui touche, je pense, directement son métier ? Alors, la mobilité durable, d'abord, si j'avais un premier mot, c'est l'électrification, qui commence à devenir une évidence pour tous les types de véhicules, mais en particulier pour l'automobile, avec des ambitions notamment européennes très fortes, puisqu'en 2035, à partir de 2035, il n'y aura plus que des véhicules électriques qui sont vendus en Europe. Et nous, l'électrification, chez Michelin, on considère que c'est une opportunité extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de dire, avec Florent Ménégo, un pneu pour un véhicule électrique, c'est un pneu Michelin. Pourquoi ? Parce qu'un pneu pour un véhicule électrique, ça doit à la fois vous permettre de consommer le moins d'électricité possible pour maximiser l'autonomie du véhicule, mais également porter un véhicule qui est plus lourd, parce que les batteries font plusieurs centaines de kilos sur un véhicule électrique, et résister à des phénomènes d'accélération et de décélération qui sont plus forts. Et donc, le management ou la gestion des compromis entre ce qu'on appelle la résistance au roulement chez nous, ce qui induit la consommation, l'usure du pneu, mais également le bruit, qui est important quand vous circulez en ville. Vous entendez maintenant beaucoup plus dans un véhicule électrique le bruit des pneumatiques. Pour nous, est un élément clé de la performance de Michelin. Et nous avons des positions très fortes, notamment aujourd'hui en première monde, puisque c'est le principal marché à servir, dans le domaine des véhicules. Et vous avez des positions plus fortes que sur la moyenne des véhicules, même sur la moyenne des véhicules haut de gamme ? Oui, de l'ordre de 2 à 3 fois, suivant les segments. Mais effectivement, on a une part de marché sur les véhicules purement électriques, qui est d'environ 3 fois supérieure à celle que nous avons sur les véhicules thermiques. D'accord. Donc ça, c'est la première opportunité, donc liée à la mobilité durable. Toujours sur le marché là, voilà. Purement du pneu, votre pneu, voilà. Et ensuite, au-delà du pneu, autour du pneu, vous savez que nous avons beaucoup investi dans le fleet management, la télématique, ce que nous appelons chez nous services et solutions. Donc ce sont essentiellement les services aux flottes. C'est par exemple une entité que nous devons créer qui s'appelle Wattea et qui aide les flottes de camionnettes à gérer leur transition énergétique. Ce sont
à s'électrifier par tout un ensemble de services. Et au-delà du pneu, c'est les investissements que nous faisons, par exemple, dans la pile à combustible pour véhicules à hydrogène, parce que nous pensons que l'hydrogène va être un moyen d'alimentation d'un moteur électrique, puisqu'un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique, qui a une batterie, mais également une pile à combustible, qui produit de l'électricité à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Et nous pensons que c'est un moyen pertinent, notamment pour les longues distances et pour les véhicules plus lourds. C'est pour ça que nous avons créé la société Symbio avec Faurecia pour développer une unité de production qui sera basée dans la région lyonnaise, qui fabriquera à terme 30 000 piles à combustible, essentiellement pour le marché des camionnettes et puis des véhicules plus lourds en France, mais également en Europe. Mais justement, vous évoquez cette stratégie d'aller au-delà du pneu. Michelin, pour tout le monde, c'est essentiellement des pneus. Bon, c'est aussi le guide et puis éventuellement la gestion des flottes. Mais pourquoi aller dans des choses assez différentes, même si on reste dans l'automobile avec la pile à combustible? Et puis, je crois que vous êtes présent aussi dans certaines imprimantes 3D, dans des domaines médicaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de cette stratégie-là de sortir un petit peu de l'univers du pneu? Alors en fait, le pneu reste notre métier cœur et va rester pendant de très très longues années notre métier cœur. Les savoir-faire que nous avons développés autour du pneu, à travers le pneu, en fait, nous nous sommes aperçus que nous pouvions les projeter dans d'autres métiers ou dans d'autres applications. Vous avez cité l'impression 3D, par exemple. Michelin est venu à l'impression 3D métallique pour fabriquer les moules pour ces pneumatiques. Et puis la société FIV, qui est maintenant notre partenaire dans cette co-entreprise, qui s'appelle Adop, nous a dit « mais vous avez un outil formidable » et nous avons décidé de créer cette co-entreprise pour fabriquer soit des pièces en impression 3D, soit vendre des machines. Et cette société qui s'appelle Adop, par exemple, a vendu des machines à une entreprise qui s'appelle Wright Medical, qui fait des prothèses d'épaule. Voilà. On n'aurait pas forcément pensé à ça pour Michelin. Alors, on n'aurait effectivement pas pensé à ça pour Michelin, mais derrière, en fait, c'est tout l'enjeu de maîtrise des matériaux, en l'occurrence de l'allègement, parce que la fabrication additive permet d'alléger, en fait, considérablement les pièces. Dans le domaine, le pneumatique, il ne faut jamais oublier, en fait, que c'est un objet qui a une structure, et puis qui est un assemblage d'environ 200 matériaux, et en fait qui obéit, qui est à la fois très rigide, mais en même temps très souple. Puisqu'il vous porte, mais en même temps, il est suffisamment souple pour que... amortir les chocs. Il amortit les chocs, voilà. Il se déforme dans certains sens, mais pas dans d'autres. Et la maîtrise de toutes ces technologies sont utiles dans d'autres domaines, et notamment dans tout ce qu'on appelle les polymères renforcés. C'est pour ça que nous sommes présents, par exemple, dans les convoyeurs, dans les bandes transporteuses, dans un certain nombre de métiers liés aux joints, et à chaque fois dans des métiers où la pièce que nous concevons, que nous fabriquons, que nous vendons, joue un rôle critique dans le fonctionnement des opérations de notre client. D'accord. Et alors, ça veut dire que ces activités-là sont appelées à prendre une place de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires et dans les résultats du groupe? Oui, alors la vision que nous nous sommes fixée à 2030, enfin, l'ambition du plan Michelin in Motion, qui est notre plan à horizon 2030, c'est que ces activités, l'ensemble de ces activités, je dirais non pneus, représentent à cet horizon-là de l'ordre de 20 à 30% du chiffre d'affaires du groupe. C'est le au-delà et autour du pneu, ça? C'est le au-delà et autour du pneu, voilà. 20 à 30 au lieu de combien actuellement? Aux alentours de 5% aujourd'hui. D'accord, donc c'est une vraie transformation du groupe. Alors vous avez évoqué ce plan qui a été donc présenté au printemps dernier. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces grandes lignes? Et notamment, il repose sur un équilibre entre les 3 P. Alors c'est People, Planet, Profit. Ça rejoint, c'est un peu une traduction concrète de la stratégie ESG. L'ESG devient essentiel maintenant pour les investisseurs. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette stratégie globale? On peut parler d'abord de la philosophie générale, et puis on détaillera chacun des 3 P. Voilà. Alors, le modèle d'affaires de Michelin a toujours reposé sur un équilibre entre nos différentes parties prenantes. Le groupe a créé, il y a déjà plus de 6 ans, son comité des parties prenantes au niveau groupe, dans lequel nous rassemblons au moins une fois par an des représentants de différents environnements, des ONG, des personnes qui sont tournées sur des sujets plutôt environnement, droits de l'homme, un représentant d'une fédération syndicale mondiale, mais également des représentants de clients, de fournisseurs. Et
dans les 3 P, nous avons l'habitude de dire que ce qui est le plus important, c'est le « et » entre les 3. Et nos équipes se sont formidablement appropriées ce concept qui consiste à dire, quand on fait un projet, quand on lance une activité, quand on veut lancer un nouveau produit ou un nouveau service, on regarde les conséquences sous 3 angles. L'aspect profit, donc la performance marché, la performance économique. C'est ce dont on parlait de façon classique quand on parlait d'économie et de bourse. Mais également l'impact sur les personnes étant les personnes de Michelin, mais également les personnes de nos clients ou de nos fournisseurs ou des sites, des communautés autour desquelles nos sites sont basés. Et puis, bien sûr, l'impact environnemental. Et l'idée, c'est de faire en sorte que quand on a un projet, une initiative, on fait progresser les 3 dimensions en même temps et qu'on ne fait pas, par exemple, du progrès économique au détriment des personnes ou de la planète, ou qu'on n'améliore pas l'impact environnemental, mais au détriment des personnes et de la performance économique. C'est beaucoup plus exigeant pour les équipes, mais c'est également beaucoup plus gratifiant. Alors on a parlé pas mal de la partie P-profit. On peut peut-être parler de la planète. L'automobile en général, mais le pneu en particulier, sont réputés quand même assez polluants dans la fabrication notamment, et puis dans le problème de recyclage. Alors quelle est la stratégie de Michelin pour être vertueux dans ce domaine-là ? Je crois qu'il y a deux grands éléments qui concernent la planète pour Michelin. Le premier, on est obligé d'en parler, c'est l'impact sur le réchauffement climatique. Et donc notre contribution à la réduction des gaz à effet de serre, à la fois sur nos activités directes, donc nous avons un plan pour réduire nos émissions de CO2 liées à la fabrication et au transport de nos produits, avec des investissements très concrets dans nos usines. Et puis bien sûr le fait que l'usage de nos produits contribue à travers la résistance au roulement dont on parlait tout à l'heure, à la consommation des véhicules, donc aux émissions de CO2. Et Michelin s'est toujours donné pour ambition, depuis 1998, de réduire la résistance au roulement de ces pneumatiques. Nous avons environ divisé sur 20 ans par 2 la résistance au roulement des pneumatiques et nous ambitionnons de la réduire encore de 10% dans les années qui viennent. Donc ça, c'est la première contribution directe de Michelin à l'enjeu planète. La deuxième concerne les matériaux. Un pneumatique, je vous ai dit, c'est 200 matériaux environ. Environ 28, 29%, 27% de ces matériaux sont d'origine, ce qu'on appelle durable, c'est-à-dire soit renouvelable, soit recyclé. Et c'est essentiellement du caoutchouc naturel, qui est le fruit d'un arbre, l'EVA, qui par ailleurs a une bonne qualité d'absorption du carbone, entre parenthèses. Mais il y a 70% de nos matériaux qui sont d'origine pétrosourcée, du noir de carbone, du caoutchouc synthétique. Et donc un de nos grands enjeux, à l'horizon 2050, c'est d'être à 100% de matériaux durables. Donc d'avoir un pneu vert en 2050. Un pneu qui soit fait soit de matériaux renouvelables, soit de matériaux recyclés. Et vous avez des étapes intermédiaires avec en une 2050 étape, voilà, qui est à 40% en 2030, donc en venant de 27 en 2019. Donc c'est un progrès important et qui justifie notamment les investissements que nous faisons dans toute la filière de recyclage. Donc nous avons plusieurs initiatives, souvent d'ailleurs en partenariat avec des start-up, une avec une technologie de pyrolyse pour recycler des pneus en fin de vie et en extraire de l'huile et du noir de carbone qu'on pourrait utiliser. Une autre qui consiste à recycler des produits en plastique, en PET ou des pots de yaourt pour en extraire du styrène qu'on va réincorporer ensuite dans la fabrication de pneumatiques. Donc ces investissements-là, on les fait souvent en partenariat avec des start-up et dans des modes, je dirais, d'innovation très ouvertes. D'accord. On peut peut-être parler du troisième P, People, donc la partie notamment en relation avec les salariés, qui est important dans les critères ESG, c'est le S. C'est sûr. Oui. Donc c'est du P et du S. Bien sûr. Alors, on a tout à l'heure mentionné la notion d'engagement. Je vous ai parlé de l'engagement qui est un des résultats de l'enquête à laquelle je faisais allusion, mais on tire plein d'informations de cette enquête sur la qualité du management, sur
la difficulté que les employés peuvent avoir à gérer un certain nombre de situations opérationnelles, les pertes de temps, voilà. Donc c'est une enquête qui est très très riche pour nous. Mais également, on a des efforts dans le domaine de la diversité et de l'inclusion. Nous avons un indice Michelin qu'on appelle l'INDI, qui cherche à capturer l'ensemble des éléments de la diversité. Nous nous sommes donnés pour ambition d'augmenter la diversité, notamment hommes-femmes, en particulier dans le management, pour atteindre environ 35%. C'est pas trop difficile dans un métier où il y a beaucoup d'ingénieurs? Oui, mais il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a de plus en plus d'ingénieurs féminines. Et ça, c'est un élément également important de notre stratégie. Ça consiste également donc à faire attention dans le recrutement, à avoir un recrutement plus équilibré, peut-être que par le passé, et puis également à faire en sorte qu'on gère des carrières, on permet à des jeunes femmes d'avoir une carrière dans le groupe tout en ayant une maternité, à pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et ça nécessite effectivement plus d'attention sur ces sujets-là pour féminiser davantage le management d'entreprise. Alors cette interview, M. Chapeau, est diffusée dans le cadre de l'Investir Day, donc il n'est pas question d'oublier l'actionnaire. Quelle est sa place dans la stratégie à moyen terme de Michelin? Et puis, plus généralement, que diriez-vous à quelqu'un qui n'est pas actionnaire de Michelin et qui pourrait le devenir? Donc, que diriez-vous pour le convaincre de devenir actionnaire de Michelin? Alors, les actionnaires individuels représentent environ 9% du capital, détiennent 9% du capital. Ce qui est plutôt dans la bonne moyenne du CAC 41. Ce qui est dans une assez bonne moyenne, auquel il faut ajouter 2% d'actionnaires individuels salariés. Et dans les 9%, on parle essentiellement d'actionnaires français, puisqu'il y a un attachement également au fait d'investir dans une entreprise française, puisque Michelin reste une entreprise française. Il y a un attachement régional fort. J'étais venu à une assemblée Michelin à Clermont-Ferrand, c'est impressionnant. Voilà, alors nous sommes aussi, Michelin est ancré dans son territoire, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, et en particulier bien sûr à Clermont-Ferrand, où nous avons à la fois le siège social du groupe, mais également le centre de recherche, plus un certain nombre d'autres activités, notamment de fabrication. Donc l'actionnaire est important pour nous, et nous l'avons manifesté à travers notre plan stratégique, en proposant d'augmenter notre paiement de dividendes, qui était de l'ordre de 35% du résultat net consolidé, pour le passer à 50% dès 2022, sur la base, bien sûr, des résultats de l'année 2021. Donc ça, c'est un signe qui manifeste, je dirais, notre confiance dans l'avenir, la robustesse du modèle d'affaires de Michelin, notre capacité à générer du résultat, mais également du cash flow libre. Et la dernière question, oui. Que diriez-vous à quelqu'un qui n'est pas actionnaire pour le convaincre? Alors, il y a le dividende, on l'a compris. Bien sûr, voilà. Alors, l'action Michelin se revalorisait, je crois, de 194% en 10 ans. Donc, il y a le dividende, mais il y a également la revalorisation du titre et du cours de bourse, qui est une raison supplémentaire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi investir dans un fleuron de l'industrie français. Et ce que je dirais en particulier, c'est investir dans Michelin, c'est investir dans votre avenir. Parce que Michelin, comme je vous l'ai montré, continue d'investir dans le pneu. Et la mobilité est un besoin essentiel de l'être humain, mais investit également dans les matériaux durables et dans des technologies qui vont faire le Michelin de demain. Donc investir dans Michelin, c'est aussi investir dans votre avenir. Très bien. Merci beaucoup Yves Chapeau. Je rappelle que vous serez présent pour la version physique de l'Investir Day qui aura lieu le 23 novembre. Donc avec les équipes de Michelin, vous répondrez aux questions des actionnaires. Et puis merci beaucoup donc. Et pour la suite de cet Investir Day qui sera diffusé dans quelques minutes. Merci Rémi Lebailly.